dans ce Golden Hebdo à la une de cette actualité. 293 acteurs ayant participé à la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 ont été décorés à plusieurs rangs lors d'une cérémonie de décoration tenue à la primature au plateau. Le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara, face au déguerpissement dont sont victimes les acteurs des quartiers à risque d'Abidjan, rappelle les vertus de la solidarité et d'humanisme dont la population fait preuve dans cette période d'opération d'assainissement afin de préserver la cohésion et la paix sociale de notre pays. Et puis, pour le dossier Golden, la rédaction de Golden Suite TV s'est intéressée à ce sujet majeur, la vaste opération de déguerpissement des sites à risque d'inondation, d'éboulement, d'écroulement, entamée par le district d'Abidjan depuis le 27 janvier 2024, qui met en péril les activités, la tranquillité des victimes. Dames et messieurs, voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de rester sur Golden Suite TV pour suivre l'actualité. Démarrons cette édition par cette information. La cérémonie de décoration des acteurs de l'organisation de la CAN 2023 s'est tenue. 293 acteurs ont été décorés au rang de l'ordre national, de l'ordre du mérite et de l'ordre du mérite sportif par le Premier ministre Begré Mombé. On revient sur cette célébration avec Olivia Kwame. Débuté le 13 janvier et pris fin le 11 février 2024, la CAN Total Énergie 2023, qu'a abrité la Côte d'Ivoire, fait partie des plus belles CAN jamais organisées en Afrique. En Côte d'Ivoire, ce sont plusieurs acteurs qui ont milité pour cette belle organisation. Tous n'ont ménagé aucun effort pour apporter en plus à cette CAN 2023. Au nombre de ces acteurs, 293 ont été décorés ce samedi 28 février 2024 pour avoir contribué à la réussite de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'a abrité la Côte d'Ivoire. Ces acteurs, issus de plusieurs domaines d'activité, dont des institutions étatiques et artistes ivoiriens, ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire par l'entremise du Premier ministre Robert Begré Mombé à la primature au plateau. 15 ont été décorés dans l'ordre national, 41 dans l'ordre du mérite ivoirien et 287 dans l'ordre du mérite sportif. Notons que la CAF et même les spécialistes du football africain et mondial sont unanimes sur la belle organisation de cette compétition. La Côte d'Ivoire a organisé l'une, pour ne pas dire la meilleure CAN de l'histoire, a fait savoir le Premier ministre. Les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un très beau et grand pays. Les Ivoiriens sont des hommes et des femmes formidables. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Si on pouvait les décorer tous, on les aurait décorés. Mais vous qui avez eu la chance d'être décorés, je vous demande pardon. Nous sommes les représentants des 29 millions d'Ivoiriens et de tous les amis de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, tous ceux qui vivent dans le pays ont porté le maillot de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas d'Ivoiriens, il n'y avait pas tous supporters des éléphants. On poursuit en sport Ligue des champions CAF 2023-2024. 6 équipes remportent leur ticket pour les quarts de finale. De quelle équipe s'agit-il? Élément de réponse dans ce commentaire de Jean Cablan. 6 équipes ont officiellement assuré leur place en quart de finale lors de la 5e et avant-dernière journée de la Ligue des champions CAF de la saison 2023-2024. Ivoiriens de la SEC Mimosa, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, les Angolais du Petro Luanda, les Congolais du TP Mazembe ainsi que les Tanzaniens du Young Africa qui feront partie de la Grande 8 africaine, tout comme le champion d'Afrique en titre Al Ali, grâce à sa victoire contre Madeama 1-0. Poursuite de la défense de son titre, un succès qui a permis à un club égyptien d'atteindre pour la 8e fois consécutive les quarts de finale. Les deux dernières places pour les quarts de finale de la Ligue des champions CAF se joueront lors de la 6e journée de la phase de groupe prévue du 1er au 2 mars 2024. Les deux places restantes seront disputées dans le groupe B et C. Bonne chance aux équipes en compétition. Parlons à présent du déguerpissement en Abidjan. Le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara, face à la démolition des quartiers dits à risque, appelle la population à faire preuve d'humanisme et de solidarité, surtout dans cette période d'opération de déguerpissement.
déguerpissement. Le point de Ange à Mopacom. Le chef de l'État, sensible à la situation des populations vivant dans ces quartiers, a rappelé les vertus de solidarité et d'humanisme dont nous devons faire preuve dans ces opérations d'assainissement afin de préserver la cohésion et la paix sociale dans notre pays, a déclaré Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, lors de la conférence de presse d'après Conseil des ministres présidé ce mercredi 28 février 2024 par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à Abidjan Plateau. Au dire du porte-parole du gouvernement, cette exhortation du chef de l'État ivoirien fait suite à une communication du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, relative à la situation des quartiers précaires. Il ressort de cette communication que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements ou glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vie humaine, a-t-il dit. Notons que, depuis le 27 janvier 2024, des opérations d'envergure de déguerpissement et de démolition de sites d'habitation et de commerce, ainsi que d'établissements scolaires sont en cours dans le district autonome d'Abidjan, notamment dans les communes de Yopougon, au quartier Jesco, et à Tekoubé, au quartier Sebroko, Lagune, communément appelée Boribana. Suivons tous l'appel du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vies humaines à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. Afin d'assurer une meilleure coordination de ces opérations d'assainissement, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de vie, a entamé des concertations avec les différents acteurs. Priorité sera donnée, dans le cadre de ces opérations, aux quartiers en situation de haut risque, car il s'agit avant tout de protéger et de sauver des vies humaines. Passons à présent au dossier Golden. On poursuit avec la vaste opération de déguerpissement de plusieurs zones à risque dans le Grand Abidjan. Des familles se retrouvent dans les rues car n'ayant aucun issue, le déguerpissement a causé le désarroi des familles qui ont vécu l'avant et l'après-scène. C'est ce que nous verrons dans le dossier Golden Hebdo. Reportage signé Jean Cablan, Rosemont Niamia et Olivia Kwame. Le quartier de Yopougon-Jesco a été rasé à la faveur d'un programme de déguerpissement à Abidjan. Boribana, Banco et Mosikro viennent de subir le même sort. Débutée le 28 janvier, l'opération de déguerpissement s'est poursuivie dans la nuit du 19 au 20 février dernier. Les populations de Jesco, pour la plupart, sont prises au dépourvu par ces déguerpissements et plongées dans une désolation et un désespoir sans pareil par la furie des bulldozers. Elles sont livrées à une errance dans les rues avec ce qu'elles ont pu sauver de leurs biens personnels, car logement, commerce, centre de santé et école, rien n'échappe à cette opération du district autonome d'Abidjan. Femmes, enfants, vieillards, personnes malades ou handicapées, etc., tous exposés à des menaces aussi bien sécuritaires que sanitaires, telles que révélées par le Conseil national des droits de l'homme. Les victimes rencontrées sur place expliquent comment elles ont vécu cette scène et l'après-destruction. Un dimanche, nous étions là, on ne savait pas que les gens venaient pour casser. Vers les 9h, 10h, autant pour moi, à partir de 8h, il y a des gens qui nous ont envahis. On demande, ils disent qu'eux, ils sont là pour casser. J'ai dit, on n'a pas eu de papier ni rien. Vous venez, vous allez casser, pourquoi? En même temps, il y a elle, son papa qui est sorti avec des feuilles et choses là, des dossiers. Il dit que lui, il ne sait pas lire. Lui, il ne voit pas. Lui, il est venu pour venir casser. Or, sa grande soeur préparait. Descendait les mamies, nous sommes venus pour casser. Avec la force. Donc, nous étions obligés de faire sortir nos affaires. Elle-même, ils n'ont pas pu faire sortir. C'est quand le vieux a vu qu'ils ont cassé les 6 villas, il était obligé de dire, attendez, il fait sortir mes bagages. C'est ainsi que la maison est restée là. Comme maison mère. Donc dès lors, chez moi, sont venus
il y a quelqu'un qui dit pourquoi on décoiffe. Puisqu'ils ont enlevé la clôture, on ne décoiffe pas. Le coin est devenu comme un coin d'agression. Donc c'est ainsi que la machine est venue après, ils ont cassé tout. On s'est retrouvé dehors, et nos bagages dehors. Des débris de cité là, ils veulent ramasser. Et on leur a laissé rentrer. C'est quand ils sont rentrés, et ils ont commencé à casser la maison de la dame qui est là. Et la dame, au fond là-bas, et la dame a commencé à crier, au secours. C'est dans au secours là que les enfants ont commencé à lancer cailloux. Comme nous on est un peu éloignés, les cailloux là, on dit on est en train de casser maison. On est tous sortis. Quand on est sortis, ils disent que vous avez lancé cailloux là. Ce quartier là sera démoli. En même temps, dès que ils ont commencé vers les 11h jusqu'à 18h, ils étaient devant ma porte. Je les suppliais. Je leur disais, mon mari est malade. Actuellement, le vieux ne parle pas. Il ne peut plus se tenir sur les pieds. On est jusqu'à Bembre-Sauve. C'est de Bembre-Sauve que j'ai quitté comme ça. On est chez les gens. On n'est même pas logé. On dort dehors. Un âgé de 83 ans. On a construit nos maisons de retraite. On était dans cette maison-là. Une grande villa de 4 pièces. Ils sont venus casser. Et à quelle heure ils ont cassé? À 18h. On les suppliait. Laissez-nous la journée d'aujourd'hui. Demain, ils ont cassé sur nos affaires. Le lundi passé, on était dans la maison. On mangeait. Et on vient, on voit les 2 policiers pour nous dire de sortir, ils vont casser maison. J'étais seule, mon mari n'était pas là. Je vais faire comment pour ramasser mes bagages? Je suis arrêtée, c'est pas ce que je vais prendre. Et un coup, je vois, voici une machine qui vient. Ils ont tout cassé pour mettre sur nos bagages. On n'a rien actuellement où on est là. On se promène pour dormir dans la rue. Les enfants même n'ont pas habité pour porter. Il n'y a pas mangé. Donc actuellement où on est là, il n'y a même pas l'argent. Mon sac que je mets l'argent dedans, c'est resté dans la maison. J'ai perdu tout. Elles affirment n'avoir reçu aucun préavis leur permettant de quitter les lieux et sauver leurs biens. Selon elles, il était question au départ pour les autorités de détruire la clôture de la cité et quelques constructions débordantes. Ce déguerpissement, plus que de biens, a emporté une vie. L'épouse de la victime nous dit les conditions dans lesquelles son mari a perdu la vie. On n'a rien dit aux gens. À 6h00, tout le monde dormait, c'était un dimanche. Et puis, on était là, on dit on casse maison. Monsieur dit va partir là-bas, j'ai dit non. Moi, je suis ici, là. Quand il y a tant de bruit de caterpillar, là, ma tête, on dirait on prend marteau pour exploser, donc je ne peux pas arriver. Lui, il est parti là-bas. Quand il est parti, après je vois, on l'a soulevé pour venir le déposer ici. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mon ventre me fait mal. Il a eu diarrhée. Il est tombé, hein, il a eu chose de gratinure ici. Même son corps a chaud à la morgue dessus. Si les gens veulent, il faut aller contrôler. Parce que plaie là, ça ne peut pas finir de suite. Il a dit, un peu seulement va au besoin. Ça, comment on appelle, à 2h du matin. Façon, il fait là, il est quitté à la scène, il est tombé. Aïe, sa respiration, on ne peut plus. On ne peut plus. J'ai appelé mon frère, là, le papa de celui-là. Que viens, ton frère est en train de mourir dans nos mains. Il est venu. Lui aussi, il a vu. Il n'y a pas de taxi. On va passer où? Hein? Son fils est Honoré. C'est lui qui a envoyé taxi à 2h du matin. Il dit qu'il a eu taxi à Cité Verte. Et puis il a envoyé. On l'a pris pour le mettre dedans. Mais route qu'on fait partout est barrée. On va ici, juste il n'y a pas route. On vient ici, il n'y a pas route. Oh, lui-même, il avait problème de cœur. Il partait à l'hôpital un peu, il prenait les médicaments, mais c'est fini. L'argent aussi, c'était fini. Il n'y avait rien. Donc, il dit son cœur là, ça fait chose. Et puis, c'est comme ça dans nos mains, dans le taxi là.
Il a rendu là à 3 heures du matin. Comment pourrions-nous sauver notre année scolaire? Tel est le cri des élèves du groupe scolaire Chalène. C'est l'école détruite en pleine année scolaire, dont plus de 1800 élèves pensionnaires de cet établissement sont à la maison, du moins dans la rue, parce que leur maison était également détruite. Dossiers scolaires, matériel informatique, matériel pédagogique et autres, rien n'a pu être sauvé. Certains élèves et enseignants qui rôdent toujours autour des décombres restent sceptiques sur la réussite de cette année scolaire. Ça fait plus de 2 semaines maintenant. Et il y a 2 semaines, on n'a pas fait cours. Actuellement, nous sommes en cas d'examen. Et ce n'est pas normal. Nous sommes à 3 mois de l'examen. Et on vient à l'école, on ne fait pas cours. Donc nous demandons à l'État qu'il puisse faire certaines choses pour que nous puissions aller à l'école. Parce que dans un développement d'un pays, sans l'école, il n'y a pas de développement. Vraiment, la situation que nous vivons actuellement, c'est vraiment un fardeau pour tous les élèves actuellement. Parce qu'ils vont déguerpir notre établissement. On ne sait même pas comment faire participer au cours. Voilà, ça fait pratiquement plus d'1 semaine que nous sommes là. On tourne, on retourne, on vient. Étant des élèves en terminale, on doit préparer notre examen et c'est déjà proche. Quand mes élèves d'ailleurs qui me manquent, quand ils me voient comme ça, Mr. Kevin, il dit oui. C'est que comment on va faire maintenant? Il dit non, j'ai approché le fondateur, la direction, m'a dit qu'ils nous ont trouvé un site dans une église catholique. Donc c'est là-bas les élèves vont terminer le reste d'année. C'est comme ça ils ont dit. Mais le problème c'est que tous les dossiers des enfants, tout est en bas des décombres que vous voyez là. Tout est en bas. On n'a pas pu ramasser quelque chose. Malgré quelques solutions trouvées par le fondateur du dit établissement, propriétaire d'imprimerie et de cybercafé, ces jeunes entrepreneurs ont tout perdu lors du déguerpissement. Aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes sans aucune source de revenus. C'était là le dimanche 29 janvier. Nous étions là. Ils sont venus un matin casser tout ici. Bon, voici le lieu. Il y avait un super lieu d'imprimerie et tout. On faisait les tricots et tout. Le matin, nous étions venus, on était en train de travailler et ils sont venus avec des gros bras, des machines, des bulldozers et tout. Ils disent que nous, on va ramasser en EV, faire sortir les appareils qu'ils vont casser. Et on a essayé de demander des explications. Ils disent que non, eux, ils ont été envoyés pour venir casser et qu'ils sont venus faire les travaux. Donc on a essayé de ramasser ce qu'on pouvait. On n'a même pas tout ramassé et ils ont tout cassé. C'est dommage. Nous sommes dans ce pays, après les études, on n'a pas de travail, on essaie de se débrouiller un peu. Et dans ça encore, voici que nous sommes au chômage depuis. Nous sommes assis, on ne sait pas comment faire actuellement pour s'en sortir. C'est très difficile. Bon, je suis venu trouver mon grand frère dedans et lui, en tout cas, il a mis des millions dedans. Il a mis des millions puisque c'était en même temps cyber, les traitements des tests, imprimerie et tout. On faisait des tricots aussi, un coin et il y avait un côté aussi, ma grande soeur prenait pour faire un salon de beauté et tout. Tout ça, c'était dedans et ils ont tout cassé. Il faut noter, ce programme de déguerpissement du district autonome d'Abidjan concerne 176 sites dans plusieurs communes, à savoir entre autres Cocody, Plateau, Koumassi, Benjerville, Atekoubé et Adjamé. On assiste malheureusement à une situation bien triste pour les populations de ces quartiers victimes. Cap sur l'international à présent. La Suède de l'OTAN, la ratification a eu lieu le lundi dernier par le Parlement hongrois. La candidature de Stockholm a été approuvée à majorité des députés, 188 voix contre 199, le point de Onjamo.com. Le Parlement hongrois a ratifié lundi 26 février 2024 l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ultime étape pour le pays nordiste, désireux de rejoindre l'Alliance Atlantique depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité des députés, soit 188 voix sur 199 sièges, rapporte un média français. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a salué cette ratification. Pour lui, cette ratification ouvre la voie à une entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique, pratiquement 2 ans après avoir entamé le processus d'adhésion. La Suède est prête à assumer ses responsabilités en matière de sécurité euro-atlantique. Il précise que c'est un jour historique pour son pays.
Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. L'information continue sur Golden Sud TV. Avant le prochain numéro, prenez soin de vous et des autres. Surtout, retenons que Dieu a un plan pour tous. Excellente soirée.